Bonjour à tous et tous et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez, une émission dont vous retrouvez tous les épisodes sur le site paroledhistoire.fr et également sur la chaîne YouTube du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Laurence Badel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne, historienne des relations internationales. Vous avez notamment publié récemment chez Armand Collin Écrire l'histoire des relations internationales. Et aujourd'hui, on va plutôt parler d'un de vos illustres prédécesseurs, Jean-Baptiste Durosel, qui a vécu entre 1917 et 1994, à l'occasion d'un inédit. C'est vraiment rare et beau d'avoir des inédits de grands historiens. Un inédit que vous avez préfacé, édité, travaillé. Ce sont ces cahiers de l'été 1944, publiés chez Gallimard dans la collection Témoins. On va parler de ce texte, sans doute plus largement de la place de ce grand historien. Alors je suis très content d'en parler avec vous pour deux raisons. D'abord, ça s'inscrit dans une série d'émissions faites à ce podcast qui s'appelle Classique de l'historiographie. On a parlé par exemple de Braudel, de Pirenne, de Nathalie Zemon-Davis. Et aussi, on a fait une émission sur quelqu'un d'assez proche de Durosel en termes de génération et aussi comme grand historien catholique, Jean Delumeau, qui est dans ce même paysage. Jean Delumeau, lui, il était né en 1923. Et puis aussi parce qu'à titre personnel, Durosel, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans mes études. La décadence, l'abîme, c'est des grands livres. Et quand j'ai commencé à travailler sur la Grande Guerre, son dernier livre, presque testamentaire, le livre de 1914, L'Incompréhensible, un livre très fort, m'a beaucoup marqué. Et j'y pense toujours avec beaucoup de respect. Alors pour commencer, partons de ce petit volume, Les Cahiers de l'été 1944. On va raconter ensuite comment vous êtes tombé dessus. Mais qu'est-ce qui rend ce texte intéressant ? On ne manque pas de témoignages et d'écrits personnels, évidemment, de la Deuxième Guerre mondiale en France. Qu'est-ce qui rend ce texte singulier pour vous ? C'est un texte en fait qui a été écrit à chaud à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vraisemblablement durant le mois d'août 1944 par Jean-Baptiste Durosel, qui est un homme très jeune à l'époque. Il est dans sa 27e année. Et c'est un livre qui conjugue à la fois un témoignage sur les années d'occupation et une introspection personnelle à laquelle il se livre. Donc en cela, je crois que c'est un ouvrage assez singulier que je n'ai pas pu ne pas rapprocher évidemment de L'étrange défaite de Marc Bloch, qui lui aussi est un ouvrage écrit à chaud, mais qui avait paru en 1946 après. Donc ce qui est très frappant, c'est que Durosel n'a pas lu Marc Bloch et dans un certain nombre de ses analyses, il en est très proche. Il en est très proche et avec en même temps un ton qui est très différent, parce qu'une des choses qui frappe en lisant ce texte, c'est que Durosel, qui est quelqu'un qu'on imagine comme très posé, quand on lit ses livres, on voit qu'il y a une forme de majesté du savoir, et c'est des cathédrales de papier, c'est des grands ouvrages et avec beaucoup de rigueur. Là, on a quelqu'un de jeune, de passionné, et on a des débordements d'écriture. Voilà, c'est ça aussi qui m'a beaucoup intéressée, parce que dans des ouvrages antérieurs, justement, j'essayais de remettre en cause l'idée reçue qui veut que l'histoire des relations internationales soit identifiée à une discipline sœur qui sont les relations internationales et qui sont marquées par un réalisme, une réflexion autour de l'État, ce monstre froid. Et en réalité, quand on lit attentivement certains historiens des relations internationales, on se rend compte déjà que dans leurs écrits, certains affects transparaissent. Et puis là, effectivement, ce qui est très marquant, c'est que Jean-Baptiste Durosel, qui livre des ouvrages classiques, maîtrisés, de ton relativement modéré, se livre dans ce témoignage à une écriture extrêmement émotionnelle, allant jusqu'à jurer, insulter. C'est un ouvrage extrêmement vivant, engagé. Et je pense que ça s'explique parce que il n'imaginait sans doute pas que ce serait publié un jour. Oui, on peut citer la première ligne du premier cahier. « J'ai besoin d'exprimer ma rage, un besoin violent et inexorable ». Et c'est vraiment, ce ton, on le retrouve tout au long du texte. Et il perdure jusqu'à la fin. Alors le texte est court, donc ainsi il ne s'épuise pas, si je puis dire, mais il garde en fait cette capacité d'indignation qui est tout à fait remarquable. Alors comment ce texte vous est arrivé pour qu'il paraisse aujourd'hui ? Alors ça, c'est un des hasards qui arrive, je pense, une fois dans la vie d'une historienne. En fait, pour un ouvrage collectif antérieur, Histoire et relations internationales, que j'ai publié il y a une petite dizaine d'années. Oui, c'est le colloque de 2017, si je ne me trompe pas, autour de Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Durosel, avec des communications ensuite élargies, étoffées pour le livre. C'est ça, sur la genèse d'une discipline. Et donc là, j'étais à la recherche de photographies de Renouvin, de Durosel, qui soient des photographies, des visages qu'on connaissait moins d'eux. Donc en particulier, j'ai retrouvé cette photographie de Pierre Renouvin jeune, qui est vraiment une photographie tout à fait exceptionnelle. De Durosel, pour la couverture. Non, ça c'est ton site. C'est pour le livre Histoire. Ok, je croyais que vous parliez
de la couverture de celui-ci, où on voit effectivement un Durosel avec un pull à col roulé, jeune et souriant. Oui, ça, sans doute, je vous en reparlerai. Non, mais donc déjà, pour cet ouvrage de 2017, j'avais fait cet effort d'essayer de retrouver des photographies. Et donc, j'avais fini par rencontrer l'un des fils de Jean-Baptiste Durosel en Bretagne, chez lui, à Arradon d'ailleurs, qui m'avait donc proposé un certain nombre de photographies, mais pas celle-ci en l'occurrence, pas encore. Et au moment où je le quittais, il m'avait rattrapé en m'expliquant qu'il avait peut-être 2 petits cahiers qui pouvaient m'intéresser. Donc là, évidemment, l'historien se met à trembler. Et c'était ces 2 petits cahiers d'écolier Cortambert. Quand je les ai ouverts, évidemment, j'ai identifié tout de suite la grosse écriture de Durosel. Et puis, en le feuilletant, très vite, il y a cette notion d'abîme qui m'a sauté aux yeux. Et j'ai eu l'intuition qu'on pouvait vraiment faire quelque chose de ce texte et que c'était un texte rare, en fait. Alors l'abîme, il faut peut-être expliquer pour les gens qui ne connaissent pas parfaitement, mais c'est l'un des grands livres de Durosel dans cette série de la politique extérieure de la France. C'est le volume consacré à la période de la Seconde Guerre mondiale. Et l'abîme, c'est aussi une référence hugolienne. Donc là, il y a un jeu d'intertextualité entre le poète, le jeune homme qui écrit ça en 1944, et l'historien de la maturité, de mémoire c'est 82. C'est ça. Et du coup, il y a des jeux de correspondance autour de ce thème de l'abîme. Et ça, c'est une des questions fondamentales qui est un des traits de l'introduction. Je m'interroge sur le statut de ce témoignage. Je m'interroge sur son oubli ou pas par Durosel quand tant de décennies après il rédige l'abîme. C'est une question qui n'est pas tranchée, même si dans leur structure, le court témoignage et le long livre de 1982 présentent des traits similaires, en particulier. Ce grand moment de tristesse et puis cet élan de renaissance de la fierté comme l'écrit Durosel. Et puis cette image de l'abîme, effectivement, pour décrire la situation de la France en raison de l'occupation et puis de la situation créée par le régime de Vichy. Cette image de l'abîme qui apparaît à plusieurs fois donc, dans le témoignage et dont il va faire le titre du livre de 1982. Quelle était auparavant votre relation personnelle avec Jean-Baptiste Durosel ? On va dire, comment vous l'avez rencontré ? Parce que aujourd'hui, vous enseignez l'histoire des relations internationales. D'une certaine manière, vous êtes presque dans sa succession, parce qu'il y a eu Renouvin, Durosel, René Giraud et vous-même. Et Robert Frank. Et Robert Frank à cette même chaire, si l'on peut dire, même si c'est plus tout à fait la Sorbonne, la même Sorbonne, elle a éclaté en plusieurs facultés, mais bon, disons qu'il y a quand même une filiation. Mais quand est-ce que vous avez rencontré, comme lectrice ou étudiante, peut-être ces travaux ? En fait, alors lui, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré parce qu'à la fin de sa vie, il était très malade. J'aurais pu le rencontrer, mais cela ne s'est pas fait. J'ai commencé à le lire en fait avec René Giraud, qui était votre directeur de thèse. Ma thèse à l'époque portait, disons, sur la période de l'entre-deux-guerres et sur les années 40, sur les milieux européistes. Et c'est dans ce contexte-là, je pense que le premier ouvrage que j'ai lu, c'est La Décadence, qui reste pour moi un ouvrage tout à fait exceptionnel en termes de méthodologie et aussi en termes de finesse des analyses. Et puis j'ai tout de suite aussi commencé à lire beaucoup d'articles d'ordre plus épistémologique, méthodologique, parce qu'en définitive, Jean-Baptiste Durosel a été celui qui a le plus réfléchi à l'écriture de l'histoire et aussi à l'intérêt du dialogue pluridisciplinaire et en particulier avec la science politique. Alors ça, je pense qu'on en reparlera peut-être dans un deuxième temps de cet entretien, parce qu'on va évoquer l'internationaliste qu'il est devenu et le professeur et le maître, qui était vraiment identifié à ce qu'on a appelé l'école française des relations internationales. On peut revenir sur tous ces enjeux, mais si on repart de ces cahiers de 1944, il y a effectivement un parallèle à faire avec Marc Bloch. Il y a aussi une grosse différence, c'est que Marc Bloch écrit L'étranger fait et puis entre en résistance, et entre-temps il a été déchu de son poste par Vichy. Jean-Baptiste Durosel, c'est un professeur agrégé qui n'est pas résistant, et en fait il n'y a pas une énigme, parce que ça s'explique, mais malgré tout il y a un peu une contradiction entre le ton du texte et puis sa vie qui semble relativement tranquille sous l'occupation. Oui. Mais si, pour moi, c'était une énigme au début. C'est pour ça que j'ai pris le temps de l'édition critique, et donc l'introduction apporte des éléments nouveaux, parce qu'effectivement, comme vous, je me suis interrogée sur ce décalage. Et donc, de fait, ce que j'ai appris, d'une part, en retrouvant son dossier militaire, et puis ensuite en interrogeant son fils, c'est qu'il avait été victime, peu de temps après son entrée à l'école normale, au moment où là, il va faire son service militaire. En novembre 1939, il est victime d'un accident
un coup de sabot dans la jambe qui déclenche une septicémie, et je pense qu'il y a eu un moment critique. Oui, il a failli être amputé en gros. Je pense, ouais. Oui, je pense qu'il y a voilà, quelque c'était chose pendant la drôle de guerre, donc c'est pas quelqu'un, voilà, il faut bien le dire, c'est pas quelqu'un qui s'est défilé de ses devoirs militaires, comme tous les normaliens de son époque. Il était destiné à devenir officier, il est passé par l'uniforme, et puis cette blessure l'en a écarté. Exactement. Et je pense que d'autant plus, je pense qu'il se serait battu d'autant plus que son propre père, Albert du Rosel, a été un combattant, un grand combattant, comme des milliers d'autres de la première guerre mondiale. Donc de fait, il ne combat pas au printemps 40. Et ensuite, alors dans les témoignages qu'il donne à la fin de sa vie et que j'ai pu retrouver au moment de l'édition critique, il va expliquer son souci obsessionnel de s'occuper de sa petite famille qui est déjà nombreuse. Hein. Ils sont déjà deux. Il attend un 3e enfant. Et ce souci obsessionnel de rester auprès d'eux, de les faire vivre, de les nourrir, etc., etc. Bon, ce qui sont des arguments recevables ou pas, hein, c'est pas la question. On sait, après, il y a un travail qui a été fait sur la sociologie de la résistance et la sociologie de l'engagement qui montre que, de fait, avoir des enfants en bas âge est une contrainte qui, tendanciellement, empêche un certain type d'engagement, ou en tout cas les rend numériquement moins importants. Il y a autre chose aussi qui est très frappant quand on lit le livre, c'est qu'on sent une tension entre, on va dire, le milieu d'origine, une bourgeoisie catholique, pour le dire vite, et puis une adhésion finale à De Gaulle. Et donc, ça passe forcément par une rupture avec Pétain. Alors, comment ça se joue ? Exactement. C'est ça aussi, je pense, qui est l'un des intérêts, alors proprement dramatiques du texte. C'est cette tension permanente entre l'idéologie, finalement, de sa classe sociale, les idées de sa propre famille, la formation qui a été la sienne, et les déchirements qu'impose la guerre mondiale et l'évolution du maréchal Pétain. Donc c'est assez tardivement, en fait. Alors bon, pour dire les choses en 2 mots, il est maréchaliste, il est séduit par Montoire. Voilà, alors Montoire, rappelons-le bien, c'est octobre 1940, c'est le choix de la collaboration. C'est le choix de la collaboration, la rencontre entre Pétain. Qui marque déjà pour un certain nombre de gens qui ont pu être, disons, admirateurs de Pétain, il y a déjà un certain nombre de gens qui prennent leur distance. Je crois que c'est le cas pour Maurice Garçon, par exemple, l'avocat dont les carnets ont été publiés. Voilà, il y a des gens pour qui Montoire a déjà été une rupture. C'est pas le cas du Rosel. Du Rosel, il veut encore croire au double jeu, à l'idée qu'on va sauver ce qui peut être sauvé. Enfin voilà, en tout cas, la rupture pour lui est plus tardive. La rupture pour lui est plus tardive. Il y a un moment qui est sans doute le moment le plus littéraire du texte, c'est quand il date sa propre conversion de la fin de l'année 1941, quand il parle de ce jour quelconque, un de ces jours mornes où le temps indéfini, inépuisable, s'ajoutait au temps. Un de ces jours où tout traînait. Ce jour-là, je me suis réveillée plein de dégoût, les yeux dessillés, honteux de moi-même et triste d'être déçu sur un homme que j'avais cru grand. Ça se fait que c'est un vrai moment dépressif, en fait, dont il nous parle. C'est peut-être le moment le plus rare de tous ses écrits. Et même encore après ce moment de conversion de la fin de l'année 41, on voit qu'en 42, il balance encore, et comme beaucoup d'autres, c'est à partir de novembre 42, du débarquement américain en Afrique du Nord véritablement qu'il a ce sursaut. Mais jusqu'au bout, on a vraiment le sentiment qu'il lui est difficile de couper le fil qui l'attache à la personne du maréchal Pétain. Ça, c'est certain, oui. Il y a la personne du maréchal et puis il y a aussi un peu les ambiguïtés apparentes, ou en tout cas ce qui est pas totalement facile à décrypter pour les contemporains de ce que fait Vichy, parce que il faut pas oublier qu'en 1940 la flotte française d'Afrique du Nord est coulée par les Britanniques, donc ça, beaucoup de gens de son milieu et plus largement en France deviennent très hostiles à l'Angleterre ou disons se rangent derrière la neutralité apparente défendue par Vichy. Et puis il y a aussi, lorsque Laval est renvoyé en décembre 1940, pas mal de gens veulent croire, on sait aujourd'hui que c'est pas tout le cas. Voilà, pas mal de gens veulent croire que Laval renvoyé, Pétain redevient finalement acceptable. On a renvoyé le méchant Laval qui voulait collaborer avec les Allemands et le bon Pétain va protéger les Français. Et c'est une illusion, on le sait évidemment aujourd'hui, mais beaucoup de gens la gardent encore à cette époque. C'est ça, oui, absolument. Mais de fait, lui ne va jamais céder à ses sentiments anglophobes. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il est quand même régi par un certain nombre de principes fondamentaux, vieille France sans doute, mais relativement gaullistes aussi.
De Gaulle étant lui-même un représentant de cette bourgeoisie catholique. Exactement. Du nord de la France. Et qui le fait toujours opérer des choix. D'ailleurs, il est toujours en train de balancer entre Pétain et Giraud, entre Pétain et De Gaulle, entre les nazis et les communistes. Ça, c'est un débat qui marque la fin de son témoignage. C'est quand même très, très surprenant qu'il écrive. Et je sais que les premiers lecteurs, historiens en particulier, qui ont lu le livre, ont été assez étonnés par le fait qu'il explique qu'à tout prendre, il préférerait, alors, en ce mois d'août 1944, continuer à vivre sous un régime communiste sur lequel, par ailleurs, il ne se fait aucune illusion, que de continuer à vivre dans un régime qui collabore avec les nazis. Donc, il passe son temps, en fait, à faire des marchandages intérieurs avec lui-même, mais il y a effectivement ce sursaut final et ce mouvement qui est proprement dialectique, en fait, qui marque son écriture et son choix politique. Et il y a un mouvement qui vient de considérations morales. Il y a du réalisme dans ce qu'il écrit, il y a des analyses qui sont très fines sur certains points, mais il y a avant tout, je dirais, un sursaut moral. Le terme, j'ai trouvé qu'il revient de manière obsessive, il faudrait compter les mots, mais c'est humiliation. L'humiliation, c'est vraiment le fil directeur de tout le livre, et au fond, on comprend que pour lui, l'humiliation, dans un premier temps, Pétain peut être une compensation à cette humiliation de la défaite, mais ensuite, Pétain endosse l'humiliation par ses propres choix, et du coup, celui qui devait réparer l'humiliation devient encore plus humiliant, parce qu'il a endossé finalement les désidérata allemands, et il a été incapable d'y faire face, et du coup, c'est De Gaulle qui devient la figure réparatrice dans laquelle il projette toute son énergie morale. C'est exactement ça. Et donc, c'est intéressant parce que la remarque que vous faites, j'ai réfléchi à un article, effectivement, qui, de manière quantitative, viendrait travailler sur les mots de l'émotion. J'avais pensé même me livrer à une analyse de type textométrique, mais le corpus est peut-être un peu trop bref finalement pour le faire, mais il n'en demeure pas moins que si l'humiliation est sans doute le terme le plus fréquent, l'honneur, la fierté l'emporte aussi quantitativement. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, comme vous le suggérez aussi, le témoignage est extrêmement important parce qu'il nous permet, après d'autres, après Klemperer, à réfléchir à la manière dont les régimes dictatoriaux s'accaparent les mots, les vident de leur contenu ou pervertissent le sens des mots. Et donc, de manière extrêmement fine, effectivement, Durosel s'emploie à restaurer la valeur première des termes. Alors il y a aussi dans ces questionnements moraux un passage que j'ai trouvé très intéressant sur la fin de la période, qui est la phase de violence accrue de la résistance. Et notamment, Durosel, on voit bien qu'il écoute Radio Paris, qu'il écoute Philippe Henriot, et qu'il sait bien que du côté de Vichy, on passe son temps à dire c'est des terroristes, c'est des attentats, c'est des violences. Et comme catholique, on sent que la violence résistante lui pose des problèmes, des dilemmes, qu'à la fois il y a des pages entières où il dit voilà, que ferais-je moi, qu'est-ce qu'on peut justifier, jusqu'à quel point peut-on justifier la violence. Évidemment, il dit même à un moment, il y a des bandits qui ont profité de la résistance pour régler leurs comptes. Mais, il ajoute tout de suite, mais dans les véritables maquis, les communistes et les résistants ont écarté ces bandits. Donc, c'est quelqu'un, l'enjeu de la violence résistante, on sent que c'est aussi une forme de déchirement moral pour lui. Oui, tout à fait. Et là, ça pose la question des informations dont il disposait. Donc ça, c'est une question aussi que je me suis posée. On voit qu'il écoute la radio, qu'il lit la presse. Il doit lire la presse à la fois quotidienne et locale. Mais en tout cas, il fait montre d'un esprit critique qui est extrêmement développé, je trouve. Pour quelqu'un, encore une fois, qui est au tout début, c'est un jeune prof, comme vous l'avez dit, il commence tout juste à enseigner, il n'a absolument pas les kilos de bagages intellectuels qu'il a à la fin de sa vie. Et il est très très vraisemblable qu'en Auvergne, vraisemblablement, il était assez bien informé de ce qui pouvait se passer dans la région et des tours que pouvait prendre la résistance. Oui. Alors il y a dans ces analyses aussi la marque quand même du jeune professeur futur historien. C'est quelqu'un qui à plusieurs reprises dit dans ces cahiers, ça on saura plus tard. Ça, on manque de documents. Oui. J'ai voulu attirer effectivement l'attention des enseignants au premier chef, mais aussi peut-être d'un public plus large qui lirait le témoignage sur la dimension très, très réflexive du texte. J'en ai tiré les principaux extraits, mais c'est un véritable travail de mise à distance
auquel il se livre dans cette histoire immédiate qu'il est en train de narrer, distance critique vis-à-vis du matériau dont il dispose, anticipation des documents qui ne manqueront pas de surgir dans les années ultérieures. Et donc, c'est déjà une démarche d'historien. Ça, c'est tout à fait frappant, oui. Dans cette démarche d'historien, il y a de l'analyse d'événements intérieurs et aussi d'événements extérieurs. Et là, on commence à voir un peu les linéaments de celui qui deviendra, et notamment une des questions qui se joue pour lui, et sans doute une des raisons, vous l'écrivez, de la rupture avec ce qu'incarne Vichy, c'est ce qui se passe en Syrie en 1941, et le fait que Darlan, lorsqu'il est au pouvoir, finit par autoriser les Allemands à utiliser des aérodromes français pour bombarder les Britanniques, et que du coup, là, il y a la question de la souveraineté française, il y a la question de la guerre mondiale, et Durosel observe ça de très près. Oui, absolument. Et là, il y a un réflexe très, très patriotique. Je crois que c'est vraiment le moment qui a amorcé finalement ce qu'il appelle sa conversion. Darlan, il revient très, très en détail dans l'abîme. Enfin, c'est quelque chose qui s'apparente pour lui à de la trahison en définitive, et donc il dresse un portrait sans concession de cet homme. Effectivement, c'est quelque chose de tout à fait nodal. Oui. Est-ce qu'on peut parler de son rapport à De Gaulle et de la manière dont cette figure d'abord marginale que peu de gens connaissent en 1940, à la fin des textes, alors c'est étrange parce que il y a des textes qui sont rédigés sans doute d'un seul jet, et en même temps des textes qui relatent une temporalité, une évolution, et donc dans les textes eux-mêmes, De Gaulle n'a pas la même présence au début qu'il aura à la fin, et on sent qu'à la fin, c'est là qu'il donne toute son adhésion. Mais est-ce qu'on peut parler de ce rapport à De Gaulle tel qu'il se déploie dans ces pages ? Déjà, il dit son grand regret de ne pas avoir été là pour écouter le fameux discours du 25 août 44. Et là, c'est vraiment une chronique quasiment au jour le jour de ce qui se passe en cette période de libération. Effectivement, il parle quasiment du De Gaulle de 38, du petit général, du mince personnage qui a créé notre fierté. Et on voit enfler dans les dernières pages son cri d'admiration pour De Gaulle. Parce que comme beaucoup, il a plutôt misé sans doute sur Giraud. Et puis très progressivement, il vient adhérer à De Gaulle. Je pense qu'il a dû lire... En tout cas, c'est une supposition, le fil de l'épée. Dans les années 30, on peut imaginer que c'est un ouvrage qui traînait sur les rayons de la bibliothèque familiale ou d'amis proches, parce que effectivement il y a des éléments aussi d'analyse qu'on retrouve dans le fil de l'épée, toute la réflexion sur l'honneur, la fidélité, la grandeur qui se met en place. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, et c'est d'autant plus intéressant qu'il en fait un des cadres analytiques en fait dans les décennies ultérieures de son interprétation des relations internationales. Qu'est-ce qu'on peut dire de son rapport, ou plutôt de la manière dont c'est un texte qui est à la fois violemment anti-allemand, violemment anti-vichiste, mais avec des équilibres variables en fonction des enjeux et des sujets. Oui. C'est à la fois les enjeux intérieurs, les enjeux extérieurs. Donc, comment ça s'organise ? Il parle des Boches, ce qui est il en parle une quarantaine de fois. Absolument courant pour cette génération, qui ont grandi avec des pères qui leur ont raconté la Grande Guerre. Donc, évidemment, les Boches, c'est une évidence à laquelle on ne pense même plus en l'écrivant. Mais effectivement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il distingue le Boche nazi du Boche tout court. Et ça, c'est quelque chose également de très remarquable, qui permet de comprendre l'évolution qui va être la sienne. Alors là, on déborde évidemment, mais au début des années 50, quand il va être nommé à l'université de la Sarre. Parce que quand on lit le témoignage d'août 44, on a un ouvrage qui est extrêmement patriotique, qui est extrêmement franco-centré. C'est un ouvrage qui nous parle de l'histoire de la France, évidemment inscrite dans le contexte, dans l'espace de la plus grande France, dans le contexte de l'Empire français, comme on le disait à l'époque. Mais il introduit effectivement des nuances tout à fait intéressantes dans son approche de la figure de l'Allemand, ne dédouanant certainement pas les nazis de leurs exactions, mais expliquant surtout la très grande responsabilité de Vichy dans l'acceptation de l'occupation et du régime mis en place. Alors cette attention aussi à l'idéologie, c'est intéressant parce que ça tranche, on va pas en parler en détail, mais il faut quand même mentionner que Robert Frank a récemment édité les textes de guerre de Pierre Renouvin, qui fut son maître, et c'est un texte profondément différent, et moi je l'avoue, un texte qui m'a plutôt déçu en fait en le lisant. J'ai trouvé que les analyses étaient
pas très intéressante et que Renouvin était aveugle à un certain nombre de points, dont les enjeux idéologiques, et que Renouvin, on a un peu l'impression qu'il voit la guerre comme un grand jeu d'échecs avec des pions qui avancent sur des cartes et il adore les déplacer, mais qu'au fond, les grands enjeux idéologiques de cette guerre, ça lui passe un peu au-dessus de la tête, alors que du Rosel, c'est pas du tout le cas. Oui, ça c'est très intéressant. Alors ce manuscrit, c'est l'IAS du journal d'occupation de Pierre Renouvin. Robert Frank en avait hérité de René Giraud. Et il m'en avait parlé au tout début, là, lorsque j'avais été élue donc, à la chaire d'histoire des relations internationales à la Sorbonne. Donc il a fait ce très patient travail d'édition, parce que à la différence de Jean-Baptiste Durosel, Pierre Renouvin a une écriture en pâte de mouche. Donc Marie-Vonne Le Pulloc et Robert Frank ont fait un travail d'établissement du texte tout à fait remarquable. Et effectivement, Pierre Renouvin a une analyse qui est très quotidienne, qui reste très centrée quand même sur les mouvements militaires. Moi, je n'ai pas été complètement surprise. Il applique finalement à sa lecture de la Seconde Guerre mondiale la lecture qu'il appliquait à la Première Guerre mondiale, aux rares notes préparatoires qu'on peut avoir. Et il reste très centré sur cette approche militaro-stratégique. Il est extrêmement discret sur sa vie personnelle, mais aussi ça c'est lié au fait qu'il avait un enfant dans la résistance, etc. Oui, il ne voulait pas que ça Robert puisse Frank le compromettre. Très bien. Oui, si le texte tombait dans de mauvaises mains, ça il est tout à fait certain. Et ça, vous le savez comme moi, beaucoup de familles françaises, beaucoup de Français pendant la guerre ont été extrêmement silencieux et muets. Et ça s'est ressenti très longtemps dans les familles et parfois jusqu'au décès de ces personnes. Et donc, de fait, alors il y a cela, et puis je crois aussi qu'il y a deux tempéraments. Il y a deux tempéraments, puisque parallèlement au travail là, que je conduis sur Durosel, je continue à travailler aussi sur Pierre Renouvin. On a deux générations. Pierre Renouvin, c'est la génération de Gaulle. Il est né dans les années 90 comme le général de Gaulle. Il y a aussi cette éducation très catholique, très rentrée, intériorisée. Il y a le choc de la guerre aussi, l'impensable, l'indicible qu'a vécu Pierre Renouvin. Et il y a sans doute un tempérament qui est beaucoup plus pudique et introverti que celui de Jean-Baptiste Durosel, dont le caractère, d'après les témoignages dont on dispose, est un caractère beaucoup plus extraverti, débordant, etc. Alors ça nous permet peut-être, pour un deuxième temps de cet entretien, de parler de l'historien des relations internationales que Durosel est devenu, et du coup peut-être aussi de relativiser cette notion d'école française des relations internationales et cette association, ce binôme qui paraît évident et indissoluble, Renouvin-Durosel, voilà, comme si les deux s'enchaînaient parfaitement, parce qu'évidemment qu'il y a des liens professionnels, universitaires, académiques, intellectuels évidents entre les deux hommes. Est-ce que ça suffit à faire une école avec une identité de vue? C'est peut-être pas si évident. Non, mais ça, c'est une question de fond à laquelle il faudrait répondre en déclinant plusieurs niveaux de réponse. D'abord, cette édition critique, moi, je l'inscris dans un travail justement de fond que je fais depuis une dizaine d'années pour essayer d'en finir, d'une part, avec ces approches très nationales de l'historiographie et ces approches en silo. Je reste étonnée qu'à l'échelle de la France, les historiens appartiennent encore à des chapelles. On célèbre en ce moment beaucoup Marc Bloch, mais il y a très peu d'initiatives qui visent à faire dialoguer l'historiographie dont est issue Marc Bloch avec d'autres historiographies. Les séminaires épistémologiques et historiographiques restent très centrés sur l'histoire économique et culturelle et intègrent très peu l'histoire des relations internationales. Alors qu'en fait, on est là dans le terreau de l'après-Première Guerre mondiale et les espaces de dialogue et d'échange sont beaucoup plus fréquents et proches qu'on ne pourrait l'imaginer. Et en ce qui concerne donc mon domaine disciplinaire, l'histoire des relations internationales, effectivement, ce que j'ai souhaité faire dans le dernier livre, écrire l'histoire des relations internationales, c'est relativiser, non pas pour minorer l'apport et de Renouvin et de Durosel, mais relativiser cette école française en la plaçant au regard, disons, des écoles britanniques, italiennes, belges, aussi pour expliquer effectivement que cette écriture de l'histoire est très tributaire des contextes nationaux et qu'il est difficile de tout étiqueter sous un même label, d'autant que, selon les États, les labels changent. Et donc ça, il faut évidemment en avoir conscience. Et d'autre part, alors comme vous le dites effectivement, Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Durosel ont des
thèmes de recherche communs ont un même cadre analytique qui reste, somme toute, assez national. Voilà, et des entreprises éditoriales aussi, avec un format, on va dire, qui les fait converger au départ de l'histoire diplomatique. Absolument. Mais on voit que Jean-Baptiste Durosel porte en lui une attention accrue justement à l'histoire de l'Europe, aussi à une histoire de l'idée d'Europe pour les historiens de ma génération, justement. Son livre, L'idée d'Europe dans l'histoire, est extrêmement intéressant parce qu'il fait écho à toute une histoire des idées qui ne s'est pas complètement implantée en France, mais qui était très vivace en Italie. Je pense à quelqu'un comme Federico Chabot, qui est un historien, évidemment, qu'il connaît, qu'il a lu. Et puis, d'autre part, Jean-Baptiste Durosel commence très très tôt, dès sa nomination comme professeur à l'Université de la Sarre, à dialoguer avec les politologues américains des États-Unis. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement riche, même si, et c'est ce que j'explique aussi dans Histoire et Relations internationales, le livre de 17, on a complètement passé sous silence le fait que Pierre Renouvin, qui est un historien, est aussi un grand lecteur. C'est quelqu'un qui lit plusieurs langues, qui ne lit pas que l'anglais, et c'est quelqu'un qui a lu les politistes de la génération antérieure à celle de Durosel, et qui, on le voit, se nourrit d'eux aussi pour faire éclore son concept des forces profondes. Les forces profondes, voilà, c'est ce thème qui est identifié à cette sorte de, comme on dit parfois, la révolution copernicienne qui aurait été celle de Pierre Renouvin en parlant des forces profondes. Là aussi, en contextualisant, on peut relativiser un petit peu, parce que l'idée qu'il y a des choses agissantes sur les hommes d'État et que c'est pas que des décisions de cabinet, mais qu'il y a du social, de l'économique, il n'y a pas que Renouvin tout seul en 1934 qui le pense. C'est aussi un contexte intellectuel plus large à l'échelle européenne et mondiale. C'est un contexte intellectuel, Jules Isaac en parle, les historiens américains dès avant la Première Guerre mondiale parlent aussi de ces mouvements profonds. Donc c'est plutôt l'idée de s'interroger sur cette circulation transnationale des idées et des concepts sur laquelle on s'interroge trop peu, là aussi. Et donc j'étais allée à Washington consulter un certain nombre de correspondances de politologues pour essayer d'avancer plus avant sur cette question. C'est extrêmement intéressant. Mais il y a très peu de travaux là-dessus, en fait. Souvent, les historiens sont un peu paresseux. Ils se contentent aux gens qui nous écoutent et qui prévoient, par exemple, de faire des masters. On sait, on peut s'adresser à Laurence Bladel pour proposer des travaux, pourquoi pas. Peut-être qu'il faut revenir à quelques jalons chronologiques pour indiquer comment ça va se jouer pour Durosel entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et, on va dire, sa carrière qui prend son essor dans les années 1950. Au départ, il faut vraiment le rappeler, c'est pas un historien internationaliste, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le catholicisme social au XIXe siècle. Et donc, tout à fait en lien avec les préoccupations des démocrates chrétiens de l'époque c'est le grand moment du MRP, le moment où on s'interroge sur est-ce que le catholicisme peut avoir cette fibre sociale pour régénérer la France de l'après-guerre. Donc en gros il s'engage là-dedans. Alors comment se fait la bifurcation, si on peut dire, vers les relations internationales? C'est ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'avait pas du tout la vocation. Et d'ailleurs, Pierre Renouvin ne l'avait pas du tout. C'était pas du tout Pierre Renouvin à l'origine. C'est un historien de la Révolution française, tout simplement. Oui, il avait travaillé sur les assemblées de 1787. Absolument. Et c'est la thèse qu'il a conduite. Et c'est vraiment son expérience personnelle, la guerre, et aussi la demande des pouvoirs publics français au sortir de la guerre, qui va le réorienter vers ce qu'on appelle d'abord une histoire de la guerre, qui est un cadre qu'il va faire éclater, parce que pour lui, ça ne suffit pas à expliquer les relations internationales. Et de la même manière, Jean-Baptiste Durosel fait des tours et des détours avant d'arriver à l'histoire des relations internationales. C'est d'abord un historien du catholicisme, exactement. C'est ensuite un historien qui est très tenté par l'histoire des États-Unis, puisque c'est avec la France l'État qu'il connaît le mieux, où il est invité comme visiting professor dès 1950. Donc il va faire plusieurs séjours aux États-Unis. Et puis il commence alors comme assistant à Sciences Po, à ce qui n'est pas encore Sciences Po Paris, à l'Institut d'études politiques, comme assistant de Pierre Renouvin. Pierre Renouvin, au cours duquel il a assisté quand il était jeune normalien. Voilà. En 38-39, il assiste à la fois au cours de Marc Bloch et de Pierre Renouvin. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et il le dit
par les cours de Pierre Renouvin qu'il est vraiment ébloui. Donc il y a sans doute quelque chose qui chemine dès ce moment-là. Et puis le hasard aussi des commandes institutionnelles que lui passent certaines fondations philanthropiques le conduisent à travailler sur les crises internationales, le fait qu'il participe de la naissance du Centre d'études des relations internationales à la Fondation nationale des sciences politiques avec Jean Méria, continue à l'orienter vers ces questions. Et puis il succédera effectivement à Pierre Renouvin sur la chaire d'histoire des relations internationales. Renouvin a dû sans doute tenter de faire ouvrir une chaire d'histoire de l'Amérique du Nord et n'y parvient pas. Il y pensait pour Durosel. Et c'est finalement Durosel qui l'a fait ouvrir et c'est Claude Follen qui sera le premier titulaire. Donc c'est une histoire effectivement qui est tout sauf linéaire. Oui, et un avec même beaucoup de vulgates et d'idées reçues. Avec même une forme, marginalité ce serait trop fort, mais malgré tout, l'IEP et l'Université de la Sarre, c'est pas les lieux centraux de la vie intellectuelle française, c'est pas la Sorbonne, c'est pas l'ENS, et donc ça veut dire que c'est postérieurement qui va rejoindre et même ensuite créer des institutions, et créer le CERI et puis ensuite créer la revue Relations internationales, et donc du coup il va asseoir une position institutionnelle plus forte, mais entre 1947, 45 et 1950, voilà, il est en train de bricoler un début de carrière moins fulgurant que ce qu'on aurait pu penser. Moins fulgurant, mais il accepte tout de suite l'invitation qui lui est faite par Valdemar Gurian, qui est un des grands noms de la science politique des États-Unis, alors qu'il fait partie de ces émigrés est-européens qui sont partis pour les États-Unis. Mais l'Université de la Sarre, qui est aussi, alors en ce moment très particulier du début des années 50, le lieu laboratoire de la construction européenne. Alors la Sarre, donc, c'est dans la zone d'occupation française de l'Allemagne. Et donc, c'est quoi ce projet d'Université de la Sarre ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Effectivement, c'est un moment, là aussi, c'est un contexte très particulier. Oui, c'est un contexte très particulier où on essaie effectivement d'œuvrer à une réconciliation des deux sociétés dans un contexte qui reste très très tendu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a cette ambition du dialogue, du rapprochement. Et il y a aussi l'idée de de développer le dialogue entre les disciplines. Et ça, c'est quelque chose qui l'intéresse aussi beaucoup. Et je crois que c'est un moment qui va l'aider à dépasser son propre nationalisme et l'ouvrir à une perspective beaucoup plus européenne. Ce qui va expliquer beaucoup de choix qu'il fera plus tard et l'inflexion aussi de sa pensée intellectuel, puisqu'il reste très engagé dans le dialogue transatlantique. Il reste un historien de la politique extérieure de la France et il pose un certain nombre de jalons pour l'écriture d'une nouvelle histoire de l'Europe. Oui. Alors, du point de vue de ses relations avec les États-Unis, vous insistez dans d'autres travaux sur le rôle des fondations philanthropiques des États-Unis, comme la fondation Carnegie-Rockefeller, qui ont une grande importance à ce moment-là, parce que c'est aussi de la diplomatie de guerre froide. Et je me suis demandé, ça va peut-être vous surprendre, mais est-ce que Durosel aurait pu être contacté par la CIA, dont on sait que les services américains, en gros, ces fondations, il y avait quand même une porosité assez forte entre ces milieux. Je me souviens, on a reçu Michael Luken à ce micro qui évoquait le rôle de ces fondations dans l'occupation états-unienne du Japon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On voit très clairement que entre militaires, diplomates, universitaires, hommes des fondations et services, il y a des recouvrements, y compris biographiques. Ça, c'est une vraie possibilité. Et alors ça, c'est quelque chose que j'ai apporté dans un travail de recherche antérieur que j'avais fait à la demande de Denis Crouzet, qui a publié chez Champvallon un livre sur les histoires de l'Europe, historien de l'Europe. Et à cette occasion, j'avais retrouvé, entre guillemets, les archives de Jean-Baptiste Durosel qui se trouvent en Allemagne, à Munich, à l'Institut für Zeitgeschichte. Et ce sont 80 volumes, en fait. Durosel était quelqu'un de très ordonné, qui avait tout classé. Et ce sont des archives tout à fait sous-exploitées, mais et qui font apparaître que Jean-Baptiste Durosel a été ciblé par la Rockefeller et la Ford comme l'une de ce qu'on appelle aujourd'hui ces personnalités d'avenir. Vous savez que ciblaient les fondations philanthropiques, c'est-à-dire qu'elles identifiaient de jeunes hommes, en Europe en particulier, avec lesquels elles développaient un dialogue. Et ça, effectivement, ça s'inscrit dans une histoire de la guerre froide qui est très très bien documenté depuis les travaux pionniers de Volker Bergan ou ceux de Giles Scott Smith. En France, Ludovic Tournès aussi a travaillé sur cette diplomatie d'influence des
des fondations philanthropiques. Mais cela, on ne le savait pas, et c'est ce que je révèle dans cet article sur Durosel, l'historien atlantique. Et donc la question de la CIA, oui, c'est une question qui est tout à fait pertinente. Il est très proche de Sam Shepard, de Kenneth Thompson, donc d'individus qui eux-mêmes sont très très proches de la CIA, qui est le grand bailleur de fonds en fait, de certaines opérations conduites par ces fondations sur le continent européen et ailleurs. Donc ça, on ne le saura jamais. Aussi parce que Durosel est quelqu'un qui ne s'épanche pas au sein de sa famille. Son fils, avec lequel j'ai établi une relation de confiance, a expliqué que c'est bien des années plus tard, devenu adulte, justement lors d'un voyage qu'il rendait aux États-Unis à son père, qu'il a vraiment pu commencer à parler avec lui d'un certain nombre de choses. Donc peut-être que des choses ressurgiront, mais je ne serais pas étonnée, oui. Au plan intellectuel, c'est intéressant ce rapport aux États-Unis et à la science politique états-unienne, parce que ça l'intéresse beaucoup, mais c'est pas non plus ce qu'il fait. Et quand on lit ses livres, on voit quand même l'héritage très fort de l'historiographie méthodique française et de la passion des archives. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a cette imprégnation conceptuelle, mais il fait pas des livres abstraits de théorie. Il va s'y essayer à un moment, mais malgré tout, le cœur de son travail, ça reste le dépouillement d'archives et disons qu'il y a un peu une discordance entre des ancrages intellectuels qui ont pu être interdisciplinaires ou vers la sociologie et la science politique. Et l'histoire qu'il écrit est une histoire quand même narrative, diplomatique. Alors, c'est une histoire... C'est pas toute l'histoire qu'il écrit, parce qu'il a une œuvre variée, mais disons, dans certains livres, c'est vraiment ce tropisme-là. Alors, je dirais que c'est une histoire qui, pour moi, ce n'est pas nécessairement péjoratif, c'est une histoire aussi qu'on pourrait qualifier de littéraire. C'est un polygraphe, hein, c'est quelqu'un qui adore écrire, dès sa prime jeunesse, dès avant ses témoignages. Et il aime écrire et rendre très accessibles les acquis de sa recherche. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui fait des petits portraits psychologiques, qui sait rendre l'intensité d'un moment dramatique. C'est quelqu'un effectivement qui s'inscrit dans l'école méthodique positiviste, qui travaille sur les faits, sur les sources, même si on le voit dans le témoignage, il sait leur grande fragilité. Mais d'une part, c'est quelqu'un qui parallèlement a écrit énormément d'articles méthodologiques, épistémologiques, qui lui permettent d'introduire un certain nombre de concepts et de les travailler. Et puis, puisqu'on parlait de la décadence au début de l'entretien, c'est quand même un ouvrage qui est très marqué par les études des années 60 sur la prise de décision. Puisque là, il établit en particulier au moment de la remilitarisation de la Rhénanie tous les dysfonctionnements en termes de prise de décision. Donc je ne serais pas tout à fait d'accord non plus avec votre analyse, sans doute parce qu'il le fait, il exprime de manière beaucoup moins sociologique qu'on le fait aujourd'hui. Et peut-être faut-il trouver un moyen terme entre cette manière de rendre l'histoire accessible et l'écriture très conceptuelle, très sociologique qui est celle de nombre de nos écrits aujourd'hui. Mais il y a quand même ce va-et-vient permanent entre une manière d'écrire l'histoire et l'histoire en train de s'écrire, oui. Est-ce qu'on peut dire un mot, peut-être pour finir, des liens institutionnels de Durosel, mais pas institutionnels au sens dans le monde académique, mais avec le monde de la diplomatie, parce que c'est une discipline aussi qui a été très marquée par sa proximité avec le Quai d'Orsay en France, avec la collection des documents diplomatiques français, avec le fait d'avoir formé des générations de diplomates. Ces grands ouvrages sont parus à l'Imprimerie nationale, ils ne sont pas parus chez un éditeur universitaire. Donc voilà, qu'est-ce que ça dit du statut de la discipline et de lui comme historien de cette discipline ? Oui, absolument. Il fait partie, il a ce statut de conseiller historique du Quai d'Orsay. À la suite de Renouvin, il va prendre en charge l'édition des documents diplomatiques français, justement pour la période des années 30, ce qui va donner donc naissance à la décadence. Et il a une très grande proximité. La première aussi, dont je parle, c'est celle avec Jean Bayou, qui a été le secrétaire général de la rue d'Ulm, mais qui rentre en diplomatie au sortir de la guerre, au sortir des camps dont il revient, et qui va sans doute être un passeur dans ce monde de la diplomatie pour Jean-Baptiste Durosel. Jean-Baptiste Durosel puise une partie de son information auprès des diplomates de l'époque, ça c'est tout à fait certain, mais il sait s'en écarter effectivement en puisant à d'autres sources, dans d'autres États, etc.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un livre préféré du Rosel ? On en a déjà un petit peu parlé, mais en mentionnant le livre sur l'idée d'Europe, c'est pas son livre le plus connu, non. Mais peut-être qu'il mérite d'être relu ? Il mérite d'être relu, je dirais, de manière critique, parce que ce n'est plus du tout comme cela qu'aujourd'hui on écrit l'histoire de l'Europe, mais il a été un moment fondateur pour les historiennes et les historiens de ma génération qui ont commencé dans l'histoire des relations internationales en s'intéressant à la préhistoire de l'intégration européenne. Et donc je dirais qu'à la fois ce livre-là et aussi cette histoire de l'Europe plurilingue qu'il publie à la fin de sa vie ont été des jalons et aussi des ouvrages par rapport auxquels nous nous sommes situés, parce que nous les trouvions sans doute déjà en partie datés. Mais je dirais qu'en termes de généalogie intellectuelle, effectivement, l'idée d'Europe de Durosel est un ouvrage à lire et à relire dès lors qu'on voudrait reprendre ce fil et le tirer du lien entre histoire des idées et histoire des relations internationales. Non, un des ouvrages qui m'a le plus marqué ces dernières années, mais c'était sans doute dans le cadre de la rédaction de mon livre sur les diplomaties européennes, c'est le livre de l'historien allemand Jürgen Osterhammel. Alors là, on est passé au conseil de lecture final de l'émission. Oui. Sur la transformation du monde. Alors, c'est une histoire du 19e siècle, une histoire du monde au 19e siècle. C'est un ouvrage extrêmement intéressant. J'ai eu l'occasion d'en reparler un petit peu avec Jürgen Osterhammel, puisque je l'avais interviewé pour écrire l'histoire des relations internationales. Osterhammel, ça on l'oublie complètement, est quelqu'un qui s'ouvre aux relations internationales par la science politique. Ce qui vient nous dire le statut de l'histoire des relations internationales en Allemagne pour les gens de sa génération. C'est une histoire qui est extrêmement dépréciée, oubliée. L'école de Bielefeld l'a emportée. Et donc, ce que je trouve très intéressant chez Osterhammel, dans son approche de l'histoire du 19e siècle, c'est qu'il arrive tout à fait à conjuguer les perspectives mondiales qui sont les nôtres aujourd'hui avec une réflexion sur les caractères structurants des systèmes internationaux. Donc c'est une synthèse, une alliance rare, je trouve, de perspectives extrêmement différentes. Et puis c'est quand même le tour de force d'écrire un livre à une seule main. Et c'est un ouvrage qui reste lisible et qui est très très remarquable de mon point de vue. Oui. Alors moi, je rappellerai que la Grande Guerre des Français, son livre de 1994, le livre de Durosel, c'est un livre qui est très intéressant. Si on veut saisir ce qu'était l'historiographie de la Grande Guerre, controverse, consentement, brutalisation, culture de guerre, toute cette lecture qui a été apportée justement en 1994 dans un article, c'est le premier d'Annette Becker, Stéphane Roseau, il publie ça dans le XXe siècle en 1994. Et du coup, c'est très intéressant de lire Durosel parce que justement, on a l'état de l'historiographie avant que se déchaînent les passions et les controverses utiles à certains égards. L'historiographie de la Grande Guerre, c'est à quoi on était arrivé et qu'est-ce qu'une synthèse faite par un homme qui l'a vécu de manière quasi personnelle. Il est né en 1917 et son père y a combattu, donc c'est je pense, son livre le plus personnel, un livre très touchant par beaucoup d'aspects et qui a un bel état du savoir de cette période-là. Ça, je vous rejoins. Et puis, pour moi, il y a quand même vraiment la décadence qui est à la fois une analyse extrêmement percutante de la société française des années 30 et puis un modèle pour qui veut analyser une crise internationale. Ouais. Merci beaucoup Laurence Badel. Merci à vous. Je rappelle le titre Les Cahiers de l'été 1944, publié chez Gallimard. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.